TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au menu de ce 20h, il y a d'abord le bilan à mi-parcours du 5e recensement général de la population. L'opération prendra fin le 12 novembre prochain. La mobilisation de toute la population est souhaitée pour l'atteinte des objectifs fixés. Première session du dialogue de partenariat entre le Togo et l'Union européenne. Ce jour à Lomé, au cœur des échanges, plusieurs questions d'intérêt commun, économie, politique, sécurité, entre autres. Reportage à suivre. Également dans ce journal, la réunion du comité de pilotage de l'UEMOA sur les conditions de vie des ménages dans les États membres. Objectif, passer en revue le rapport d'activité de l'année 2021 du programme et les dispositions pratiques à prendre pour 2023. Et puis, clap de fin du Salon international du textile africain, CITA 2022, ce dimanche à Lomé. Plusieurs pays ont répondu présents à ce grand rendez-vous avec un intérêt commun, contribuer au développement du textile africain. Voilà pour les titres. Bienvenue. La première session du dialogue de partenariat entre le Togo et l'Union européenne s'est tenue ce lundi à Lomé. Une session co-présidée par le professeur Robert Ducé et Joachim Tasso Villalonga, ambassadeur de l'Union européenne. Des sujets d'ordre national et international d'intérêt commun ont été abordés. La rencontre s'inscrit dans le contexte du nouvel accord de partenariat entre l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ramdan Bassina. Les discussions de la première session du dialogue entre la République togolaise et l'Union européenne de cette année ont porté sur des sujets d'ordre national et international d'intérêt commun. Parmi ces sujets, la lutte contre le terrorisme et la situation dans la région des Savanes, l'impact de la guerre en Ukraine et les mesures d'accompagnement. Le processus de décentralisation et les élections à venir, la gouvernance économique et la lutte contre la corruption, le suivi de l'examen périodique universel du Togo était aussi à l'ordre du jour. Sur la situation sécuritaire dans le nord du pays, les deux parties se sont engagées à renforcer et à amplifier leur coopération pour doter les forces de défense et de sécurité togolaises des capacités de riposte leur permettant de mener une lutte efficace contre ce fléau. Les effets de la guerre en Ukraine n'épargnent pas le Togo. L'Union européenne apporte une nouvelle allocation additionnelle de 10 millions d'euros au Togo pour renforcer ainsi la résilience de ces systèmes alimentaires. Occasion aussi pour les deux parties de réitérer leur attachement à la Charte des Nations Unies et aux principes de celle-ci. Elles ont plaidé pour la recherche des solutions pacifiques et durables sur la base du droit international. C'est engagé à continuer à travailler dans le Togo dans la promotion des droits de l'homme, et y compris dans les domaines de la lutte contre la violence faite ou envers les femmes, et encourager au gouvernement togolais aussi à assurer l'exécution des décisions de justice. Mais ça permet quand même d'avoir un échange productif dans le respect de chacun et avec ses volontés de continuer à avancer conjointement et de pouvoir soutenir les Togo. S'agissant du processus de décentralisation et des élections à venir au Togo, la gouvernance économique et la lutte contre la corruption, le financement des communes et l'inclusion des acteurs politiques ont été vivement encouragés par l'Union européenne. Les nombreuses mesures prises par le gouvernement togolais pour mitiger l'impact de la vie chère sur les populations les plus vulnérables, ainsi que le lancement de l'exercice d'évaluation des finances publiques ont été salués par la partie européenne. Le Togo a saisi cette opportunité pour saluer l'accompagnement technique multiforme tout au long de ce processus. Le gouvernement togolais se réjouit particulièrement de la qualité du partenariat entre l'Europe et nous-mêmes, qui s'est encore remarqué le mois dernier par la conclusion de 2 accords de financement
d'un montant total de 55 millions d'euros destiné à accompagner le Togo dans la mise en œuvre de ces programmes de renforcement des services publics locaux et de lutte contre le changement climatique par la protection de l'environnement. La qualité des thématiques inscrites à l'agenda de ce jour dénote de l'intérêt particulier que chaque partie accorde à cette assise bipartie qui permettra d'élaborer, je pense, des stratégies promoteuses au bénéfice de nos populations respectives. Les parties prenantes à cette session se sont félicitées des progrès enregistrés dans la mise en œuvre des recommandations faites lors de l'examen périodique universel précédent. Le gouvernement est encouragé à poursuivre ses efforts pour consolider l'état de droit et la promotion des droits de l'homme dans le pays. En rappel, ces échanges se tiennent conformément à l'article 3 du nouvel accord de partenariat entre l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. L'autre titre de ce journal, la 7e réunion du comité de pilotage du programme d'harmonisation et de modernisation des enquêtes. Session ordinaire sur les conditions de vie des ménages. Les acteurs concernés de l'UEMOA vont ensemble passer en revue le rapport d'activité statistique de 2021 du programme ainsi que le plan de travail annuel et le budget de 2023. Abidé Nyassimbe. 2 points essentiels vont être évoqués à cette 7e réunion ordinaire du comité de pilotage chargé des enquêtes sur les conditions de vie des ménages au sein de l'UEMOA. La première concerne le rapport d'activité statistique de l'année 2021 du programme et le second, le budget du plan de travail exercice 2023. Le but, évaluer de façon objective les données relatives aux conditions de vie des ménages. Nous savons qu'à la première édition, les régions les plus pauvres du pays, c'est les régions de Savane et de la Kara, par exemple. L'utilité de ces chiffres que nous produisons, c'est pour que nos dirigeants puissent mener à bien des politiques de développement et mener des politiques d'amélioration des conditions de vie des ménages. Sinon, c'est inutile de faire ces études. Les résultats et parcours jugés satisfaisants par le partenaire financier et technique. La Banque mondiale est très satisfaite parce que c'est pour la première fois dans le monde entier qu'on a pu exécuter un tel programme aussi technique, aussi vaste, aussi riche et sur plus de 6 ans et qu'on a des données harmonisées et au niveau de l'ensemble des pays et membres de l'UEMOA. Et cette enquête a été très utile pour la banque lorsqu'il y a eu la pandémie de la COVID-19 parce que ce sont ces données-là qui ont permis à la banque de mettre en place un système d'enquête très rapide par téléphone et en vue de recueillir des informations sur l'impact de cette pandémie sur les ménages. L'écho du système constaté dans la mise en œuvre de ce programme a amené d'autres pays non membres, notamment le Burundi, le Congo, le Cameroun, le Tchad, les îles Comores, à adopter la méthodologie sur l'harmonisation et la modernisation des enquêtes sur les conditions de vie des ménages. Dans le même temps, le bureau de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA tient sa réunion également à Lomé. Le bilan des activités et des projets en cours sera fait. Objectif, contribuer au développement du secteur privé et soutenir les efforts des entreprises en termes de création de richesses et d'emplois. Alexandra Dekambe voit Eli Agba Nyadao. 4e et dernière réunion de l'année pour les membres de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA. Il était question de la prise en compte des préoccupations du secteur privé pour garantir la compétitivité des entreprises et des produits d'exportation de l'espace UEMOA. Une meilleure implication du secteur privé nécessite un climat des affaires adapté aux besoins des entreprises. Il faut donc un environnement propice à la croissance du secteur privé. L'objectif principal, c'est de faire donc le suivi des propositions, des recommandations qui ont été faites au cours des précédentes réunions et aussi de préparer donc l'Assemblée générale qui va se tenir début décembre à Cotonou. La Chambre consulaire régionale de l'UEMOA est une fêtière des entreprises
de la sous-région. Et dans cette fêtière sont représentés en général les présidents des associations, des différentes entreprises de chaque pays. Plus on est nombreux, plus on est fort. Il faudrait, pour donner un peu plus d'effort et de dynamisme à ces entreprises, pour qu'elles puissent se positionner face aux entreprises des autres pays. Une satisfaction pour le Togo d'accueillir cette réunion. La thématique rime avec la feuille de route gouvernementale 2025 qui est mise sur le secteur privé qui doit jouer pleinement sa partition dans la croissance économique. L'importance du secteur privé est de plus en plus évident aujourd'hui. En effet, ce secteur assure plus de 70% des emplois dans les pays en développement, en général et plus particulièrement dans les États de notre Union. Les entreprises privées fournissent plusieurs prestations, notamment des biens et services essentiels à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. C'est le lieu pour moi de féliciter et d'encourager l'ensemble des entrepreneurs de notre espace communautaire dans leur quête de l'excellence et de l'innovation. La Chambre consulaire régionale UEMOA est engagée depuis sa création dans la réflexion pour une meilleure prise en compte des perspectives du secteur privé communautaire. Elle œuvre au renforcement de la compétitivité et la résilience des entreprises et économies de l'espace UEMOA. À noter que le Conseil national du patronat du Togo a lancé officiellement ce matin à Lomé le programme d'accélération de l'entrepreneuriat féminin et l'innovation chez les femmes chefs d'entreprise dans leur transition de l'informel vers le formel. Ceci dans le contexte de la compétitivité de la zone de libre-échange continental africain ZLECAf. Une centaine de candidatures ont été réceptionnées à travers les fêtières et organisations du secteur privé. 35 ont été retenus. Solange Amondé voit Sandra Aziabé. Elles sont dans l'agroalimentaire, la cosmétique, l'élevage, l'artisanat, l'énergie, services et logistique. Les 35 femmes bénéficiaires du programme d'accélération de l'entrepreneuriat féminin et l'innovation reçoivent ici des chèques pour l'extension de leur entreprise. Nous sommes ensemble dans la coopérative Foodies 228, qui est une coopérative du secteur agroalimentaire. Nous avons reçu un financement de 19 millions et quelques. Donc c'est un grand ouf pour nous. Nous devons nous équiper pour plus d'impact sur le terrain. Je suis dans la production, l'élevage des cailles. La caille, c'est un oiseau qui a vraiment beaucoup de vertus. Ces œufs interviennent dans le traitement de beaucoup de maladies. En l'occurrence, l'asthme, la sinusite. Avec cet argent-là, c'est pour délocaliser ma production d'Aguefiovi. Parce que la production est entre les maisons. Donc c'est pour construire une ferme à Pessito. Vraiment un grand merci pour le PNUD. Séduit par le dynamisme de ces femmes entrepreneurs, le PNUD leur apporte son appui. Le Togo fait déjà beaucoup de choses en matière de production locale, en matière de transformation locale. Et l'idée, c'est de porter ces produits-là, le positionnement sur le marché régional, le marché sous-régional. Donc notre contribution aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique-là. La ZLECAf demande beaucoup de rigueur dans la certification des produits, demande beaucoup de rigueur aussi dans tout ce qui est qualité, tout ce qui est chaîne de valeur. Le programme d'accélération de l'entrepreneuriat féminin et l'innovation chez les femmes, une initiative du Conseil national du patronat du Togo. Il soutient ces femmes à muter du secteur informel vers le secteur formel. Nous avions besoin de donner un coup de pouce justement à nos sœurs pour rentrer dans la danse et être au même niveau que les hommes. Quand vous prenez aujourd'hui les statistiques, les entreprises qui sont officiellement enregistrées chez les hommes, vous avez 76% et à peine 34% chez les femmes.
Donc nous voulons rattraper cet écart, ce gap qui existe entre les deux. Sur place, une exposition collective de ces femmes patronnes de leur propre structure. Ces femmes seront formées et encadrées sur les opportunités de la ZLCAF. Un suivi régulier sera effectué tout au long de l'exécution du programme qui va durer 6 à 9 mois. Halte à la piraterie, le Togo tire la sonnette d'alarme. Les artistes et autres acteurs n'arrivent pas à vivre de leur art à cause de ce phénomène. La direction de la consommation locale et partenaires ont animé un panel pour leur expliquer l'importance de protéger son œuvre. Marie-Ange Bidard. Un panel autour d'une préoccupation majeure, la protection des œuvres des artisans et chercheurs. Sur le marché, origineux copies des œuvres se côtoient. Si vous avez décidé des dessins sur un panier, que vous retrouvez ce dessin-là exploité par quelqu'un d'autre sur une autre panier, vous avez le droit de vous y opposer parce que vous êtes propriétaire. Aujourd'hui, malheureusement, certaines, par ignorance de ces droits, de cette protection, se sont laissés gruger. Pour y faire face, les stratégies se multiplient. Ce que nous faisons, c'est d'abord envahir le marché. L'autre chose, c'est qu'il faut semer dans l'esprit des consommateurs que vous existez. Donc ça veut dire, à votre niveau, il faut avoir une politique de communication assez puissante. Mais le résultat n'est pas forcément au rendez-vous. Mon produit rencontre assez de difficultés actuellement sur le marché au niveau des clients. Lorsque vous arrivez, on vous dit, mais c'est de cette façon que vous avez changé l'emballage maintenant. Vos produits nous ont donné des allergies et autres, alors que ce ne sont pas mes produits. Je suis venu pour m'imprégner, pour pouvoir protéger mon produit afin qu'il ne soit plus piraté. L'Institut national de la propriété intellectuelle, INPIT, montre la marche à suivre. C'est à travers la demande, on peut savoir quel titre le déposant veut et on traite la demande selon le titre qu'il a demandé. Étant donné qu'il y a plusieurs titres, il y a beaucoup de titres que nous protégeons à l'OAPI. On protège son titre, on est à l'abri des copies. Quelqu'un qui copie mon titre, je peux l'interdire, je peux le traduire en justice. Si je ne peux pas exploiter, je peux vendre mon dessin, mais je ne peux céder que le droit patrimonial. Je ne peux pas céder les droits moraux. La direction de la consommation locale veut amener artisans et commerçants à profiter de leur gagne-pain. Également dans le secteur de l'innovation et de la recherche, plus de soucis à se faire. La Chambre de commerce a fait le constat qu'il y a plusieurs résultats de recherche et d'innovation qui sont restés dans les placards, qui ne sont pas valorisés. Alors tout de suite, la délégation spéciale consulaire a trouvé qu'il fallait créer une unité en charge de l'implémentation des résultats pertinents de recherche et d'innovation. Alors il s'agit de prendre un résultat, accompagner le détenteur du résultat jusqu'à la mise du produit tout prêt à être commercialisé. Chaque objet porte l'empreinte de celui qui l'a créé ou inventé. Venons-en au premier titre de ce journal, le recensement. Nous amorçons donc la dernière semaine du 5e recensement général de la population. L'échéance est prévue pour le 12 novembre prochain. Le gouvernement sollicite plus d'adhésion des populations pour l'atteinte des objectifs fixés. Le Conseil national du recensement a tenu ce lundi une réunion dans ce sens avec tous les acteurs impliqués. À l'occasion, un bilan à mi-parcours est dressé. Écoutez ça là. 62,8% de la population togolaise recensée au cours des 2 dernières semaines dans le cadre du 5e recensement général de la population. Un taux plutôt satisfaisant selon les partenaires techniques et financiers de l'opération. Je voudrais exprimer la profonde gratitude et satisfaction de UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, ainsi que celle des partenaires techniques et financiers que je représente ce matin par rapport à la phase de dénombrement exhaustif qui a démarré depuis le 23 octobre et qui se poursuit donc sur toute l'étendue du territoire. Nous comprenons que c'est une activité qui se déroule avec quelques difficultés, notamment dans les zones urbaines,
Et nous nous réjouissons de l'atelier d'aujourd'hui pour pouvoir réfléchir ensemble sur les moyens d'améliorer la participation, notamment dans les zones urbaines. Et nous réitérons également nos dispositions pour pouvoir accompagner financièrement et à travers l'UNFPA, au plan technique également, la mise en œuvre de cette activité. Il va falloir dénombrer les 37,2% restants de la population d'ici le 12 novembre. Pour que cet objectif soit atteint dans le délai, le Conseil national du recensement veut compter sur tous les acteurs. Préfets, maires, leaders communautaires et religieux, chefs traditionnels, tous sont appelés à s'impliquer davantage dans la réussite de l'opération. Au cours de cette réunion, il nous a été encore rappelé tout ce que nous devons encore déployer pour que les objectifs de ce recensement général soient atteints, notamment mettre tout en œuvre pour que nos populations, les ménages qui doivent être visités, puissent accueillir favorablement les agents recenseurs pour que les informations dont ils ont besoin puissent vraiment être livrées et délivrées. Je pense que c'est cette tâche, c'est cette charge-là que nous allons assumer au sortir de cette réunion pour que le 12 prochain, le Togo dise que le recensement a atteint ses objectifs. Nous avons eu des instructions et ce que nous devons faire, c'est de mettre l'accent sur la sensibilisation. Le peu de temps qui nous reste, nous devons aller sur le terrain, aider les agents recenseurs à faire en sorte qu'on puisse atteindre toute la population. La réunion d'aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé et je crois qu'on va encore accentuer sur le reste des jours. Nous nous engageons toujours à aller de l'avant dans la sensibilisation. C'est un recensement social qui va de bien et qui va aider la population. Nous allons continuer là-dessus et nous croyons que nous arriverons au but et à un bon but. Reste à la population de se rendre disponible pour répondre aux différentes questions des agents recenseurs. Ils sont reconnaissables sur le terrain par leur gilet. La ministre secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Ablamba-Johnson, rappelle à tous ceux qui sont encore réticents que ce recensement n'a rien à voir ni avec les élections, ni avec la fiscalité. Le recensement général de la population de l'habitat, loin d'être un recensement fiscal ou électoral, est plutôt une opération qui permet de disposer des données statistiques de qualité en vue d'une planification objective et réaliste des actions de développement dans tous les secteurs, infrastructures, santé, éducation, eau, énergie, agriculture et j'en passe. Ce, bien sûr, en lien avec les ambitions de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. C'est le lieu ici d'exprimer notre profonde gratitude au président de la République, Son Excellence Faure Essaouzimana Gnassingbé, pour son leadership éclairé et pour l'intérêt tout particulier qu'il apporte au RGPA 5 en s'investissant personnellement, je le dis bien personnellement, pour l'atteinte des résultats du dit processus. J'exhorte vivement ceux qui ne sont pas encore recensés à se rendre disponibles avant la clôture de l'opération le 12 novembre prochain. Ceci pour la cause commune, la cause nationale et dans l'intérêt du Togo. Les agents recenseurs sont appelés à redoubler d'efforts et la population à leur réserver un accueil humain. Le développement du Togo sur les 10 années à venir en dépend. Nous sommes déjà à 2 semaines du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Et dans la région centrale, comment se déroule le dénombrement de la population? Eh bien, l'une de nos équipes a suivi un agent recenseur à Kpangalam, l'un des quartiers de la ville de Sokodé. Chose vue et entendue, Marie-Thérèse Nabédé, commentaire sur image, Eli Agba Niadao. Sokodé, il est 17h et Ouarabou, agent recenseur, poursuit encore la collecte des données au quartier Kpangalam. Il va de concession à concession et dans chaque ménage, conformément à sa zone de dénombrement. J'ai trouvé le ménage, je lui ai posé certaines questions, je lui ai expliqué le but de ce recensement. Donc il a été convaincu
il a vu que ce que j'ai demandé, ou bien j'ai posé comme question lui concernant et son ménage, il a compris parfaitement. Et il me disait qu'il était informé déjà de ce recensement par le chef de leur quartier. Dans cette concession, Ouarabou vient d'enregistrer son premier ménage. Il sonne déjà 18 heures et c'est un moment propice pour lui dans sa mission. C'est depuis le matin que j'ai commencé. Quand j'ai commencé très tôt le matin, j'ai trouvé certains ménages. Mais dans certaines concessions, d'autres ménages sont sortis. Donc j'ai pris des rendez-vous. C'est le cas pareil pour ce monsieur. Donc c'est pour cela que je suis revenu à cette heure-ci. Puis vient le tour du second ménage de la même concession. Mission accomplie pour cette journée. Le jeune agent recenseur retrouve enfin son chef d'équipe. Il manquait certains ménages. Pour lui transférer par Bluetooth les données enregistrées tout au long de la journée. Partons tout de suite pour l'Égypte où se tient la COP27. Le sommet de l'ONU pour le climat est officiellement ouvert ce lundi pour Antonio Guterres. L'humanité doit coopérer ou périr. Le secrétaire général de l'ONU a répété son appel à la création d'un pacte historique entre les économies développées et en développement, un pacte de solidarité collective. Le secrétaire général de l'ONU a interpellé la centaine de décideurs mondiaux réunis à Sharm el-Sheikh en Égypte sur l'urgence à coopérer et s'unir contre le réchauffement de la planète. Le monde va droit vers le suicide collectif face à la crise climatique, a lancé Antonio Guterres à l'ouverture de la COP27, censée être la COP de la différence. Selon lui, les conséquences du réchauffement de la planète sont nombreuses et diverses. Nous ne pouvons pas accepter que notre attention ne soit pas portée sur le changement climatique. Nous devons bien sûr travailler ensemble pour soutenir les efforts de paix et mettre fin aux immenses souffrances. Mais le changement climatique se situe à un autre moment et à une autre échelle. C'est un problème déterminant de notre époque. C'est le défi central de notre siècle. Il est inacceptable, scandaleux et autodestructeur de le reléguer au second plan. En effet, de nombreux conflits actuels sont liés au chaos climatique et la guerre en Ukraine a révélé le risque profond de notre dépendance aux combustibles fossiles. Une des hypothèques pesant sur la lutte climatique est le regain de tension entre les deux plus grands pollueurs mondiaux, la Chine et les États-Unis. Leurs présidents ne se croiseront pas à Sharm el-Sheikh, mais devraient se voir la semaine prochaine à Bali, au G20. Joe Biden devrait se rendre en Égypte après les élections de mi-mandat. Le secrétaire général de l'ONU les a appelés à assumer leurs responsabilités particulières. À l'entame de cette conférence, des dizaines de personnes ont appelé à manifester. Elles ont été arrêtées par les autorités égyptiennes. Dimanche, faisant fi des restrictions, une poignée de militants étaient parvenus à manifester. Dans le reste de l'actualité au Togo, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, tient depuis ce matin à Lomé une réunion extraordinaire de son organe communautaire de concertation et de négociation. Il s'agit d'une séance de travail entre la direction et les travailleurs de l'agence en vue de trouver des solutions durables aux revendications des travailleurs. Clarissa Ticlet. Le staff et les travailleurs de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA. Sur la table, les derniers remous sociaux marqués par des grèves des travailleurs. L'organe communautaire de concertation et de négociation OCCN a donc ouvert ce cadre d'échange et de discussion. Des solutions durables sont attendues. Il faut véritablement que le travailleur de la SECNA voit son pouvoir d'achat amélioré nettement. La Covid qui a éprouvé pendant longtemps notre secteur d'activité. Les travailleurs de la SECNA ont dû consentir une partie de leur rémunération pour sauver l'agence. On se dit que s'il y a une embellie financière, il doit y avoir en tout cas un retour de l'ascenseur. L'OCCN est en effet le seul et l'unique instance où les revendications à caractère social sont discutées. À Lomé, les doléances transmises par les travailleurs seront examinées. Elles comprennent entre autres la revalorisation des rémunérations,
des primes des horaires de nuit et de déplacement. Je crois que ce nouveau cadre de discussion permettra à l'agence de retrouver la sérénité et la paix sociale pour continuer à assurer fort utilement sa mission de sécurité de la navigation aérienne au bénéfice de la communauté aéronautique internationale, régionale, de nos États respectifs et bien sûr des usagers. La culture du dialogue social à la SECNA est déjà vieille depuis plus de 3 décennies. J'ai donc foi que cette deuxième réunion de Lomé apportera une solution durable pour les partenaires que vous êtes. Les agents de la SECNA sont près de 8000 dans 18 pays membres. Ils se sont constitués en organes professionnels, notamment le syndicat des contrôleurs aériens qui assure la sécurité et la sûreté des activités aéronautiques. La SECNA mise sur le dialogue et la concertation avec les agents pour assurer davantage un ciel sûr aux usagers. C'est fini pour la 8e édition du CITA, le Salon international du textile africain. 34 pays y étaient. Cette rencontre a offert notamment un cadre de réflexion sur les voies et moyens pour valoriser le travail des acteurs africains du textile et renforcer leurs compétences. Edwige Atakba Bassabi, reportage présenté par Eli Agba Nyadao. La 8e édition du Salon international du textile africain CITA a vécu. La grande messe internationale autour de l'industrie du pagne en Afrique a réuni de nombreux acteurs de la filière textile venus de plus de 30 pays du continent. Nous avons réuni 17 pays francophones et 17 pays anglophones. L'Afrique a un dénominateur commun quand on regarde les tenues. Nous avons eu le meilleur styliste qui vient de l'Afrique du Sud, le second qui vient du Togo, ensuite la Côte d'Ivoire et le Burkina. C'est les 4 qui ont été primés. Parce que l'objectif, c'est une consommation massive du textile africain pour qu'on n'injecte plus des devises africains en Asie ou en Occident. Il faut que nos acteurs profitent de notre comportement vestimentaire. Plusieurs activités ont meublé l'édition 2022 du CITA. Exposition vente, formation en e-commerce, entre autres. Au regard du contenu du programme d'ensemble, la qualité des prestations, je crois que le succès a été au rendez-vous. Il est important aussi de le relever, le pragmatisme de la vision du chef de l'État qui a permis à notre pays d'abriter cet événement. Et aujourd'hui, les retombées ont commencé à être visibles et elles seront davantage visibles dans les prochains jours parce que cet événement aujourd'hui fait le lien entre la vision actuelle du gouvernement de faire du secteur du textile un des leviers de l'économie nationale. CITA vise à valoriser et à promouvoir le textile africain tout en encourageant la procédure locale, qualitative et quantitative des pagnes. Il fait également la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes du secteur. Reportage présenté plutôt par Antoinette Omao Vovor. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo, à suivre le panorama des sports avec Claude Ama et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Très belle soirée à vous.